Bonjour à tous, bande de curieux. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique à la mode. Oui, alors, je sais ce que vous allez dire. Ouh là là, on traite des sujets tendances maintenant. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Mais sérieusement, puisque j'ai à cœur de lutter contre les idées reçues sur la science depuis le début de cette chaîne, on va aujourd'hui s'attaquer à la notion de multivers. Car si cette notion semble aujourd'hui être exploitée dans bon nombre d'œuvres de fiction, il apparaît que la question peut être un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Car en effet, si l'on en vient à parler d'univers multiples, encore faut-il savoir ce qu'est un univers. Et là, c'est le drame. Comment définit-on un univers? S'il y en a d'autres, peuvent-ils être infinis? S'ils ne le sont pas, où sont les frontières de l'univers? Et comment peut-on établir l'existence d'autres univers en science? Ou même, combien peut-il y en avoir? Je vous propose de reprendre tout ceci calmement, point par point, car aujourd'hui nous allons y répondre. Chers amis, aujourd'hui parlons science, univers et multivers. Comme je le disais en préambule, donc, la notion de multivers va vite poser plus de questions qu'il n'y paraît de prime abord. En effet, notre définition de multivers, entre les films et séries, ressemble beaucoup à la définition officielle qu'on nous en donne, à savoir, ensemble fini ou infini d'univers parmi lesquels figure l'univers jusque-là observé. Alors, jusque-là, je n'ai rien à redire, c'est à peu près la définition que l'on en a en science, mais se pose une question. Si le multivers se définit comme un ensemble de plusieurs univers et de rien d'autre, alors qu'est-ce qu'un univers? Car au final, il est le seul composant de notre multivers. Donc il est le point central de l'essence même du multivers. La définition officielle que vous en trouverez en premier est la suivante. L'ensemble de tout ce qui existe. Aïe, ça c'est un problème. Si l'univers est tout ce qui existe, alors il ne peut pas exister d'autre univers que l'univers lui-même, donc le multivers n'existe pas. Mais alors, même en faisant abstraction de la fiction, comment la science fait-elle pour envisager l'hypothèse du multivers? Eh bien, là-dessus, il y a plusieurs façons de se représenter la chose, mais 3 hypothèses de multivers ressortent du lot, comme étant les plus fiables scientifiquement. Par fiables, j'entends les moins spéculatives. Pour aborder la première, il nous faut bien évidemment revenir sur la notion d'univers. Comme le dirait Aurélien Barraud, astrophysicien français dont nous parlons souvent ici, dans son cours sur l'univers, également déjà abordé ici, en cosmologie, l'univers est plus souvent perçu comme un volume de Hubble. Mais qu'est-ce qu'un volume de Hubble, me direz-vous? Une fois n'est pas coutume, je vais directement laisser la parole à notre astrophysicien. Si vous appelez univers, qu'on appelle universus en latin, la totalité de ce qui existe. La totalité de ce qui existe. Alors évidemment, le concept même d'univers multiple est une contradiction dans les termes. Il n'y a pas plusieurs totalités. Mais il se trouve qu'en physique, nous jouons généralement avec une acceptation ou une acception plus réduite du concept d'univers. Par exemple, dans le cadre cosmologique, on a tendance à appeler univers ce qu'on nomme parfois un volume de Hubble. C'est quoi un volume de Hubble? C'est tout ce qui peut avoir été en interaction avec nous. Vous savez que l'univers a un âge fini et que la vitesse de la lumière a une valeur finie. Par conséquent, quelque chose là qui en ce moment est à 100 milliards d'années-lumière de vous ne peut pas avoir eu la moindre interaction avec vous. Parce que quoi qu'il se soit passé là-bas, ce n'est pas encore arrivé jusqu'à vous. Donc, du point de vue scientifique, ça ne fait pas partie de votre univers. Ce qu'on va appeler notre univers, c'est une sphère centrée sur la Terre, de quelques dizaines de milliards d'années-lumière de rayons, et qui correspond, pour le dire autrement, c'est à peu près équivalent, pas tout à fait, mais c'est à peu près équivalent, qui correspond à tout ce qu'on pourrait voir avec un télescope infiniment puissant. Même si on avait un télescope infiniment puissant, on ne pourrait pas voir infiniment loin.
D'accord? Parce que ce qui est au-delà d'une certaine limite, qu'on appelle l'horizon, n'est pas encore arrivé jusqu'à nous. Tout ce qui est au-delà de cette limite ne fait pas partie de notre univers puisqu'il est totalement décorrélé de nous, causalement décorrélé. C'est clair? Rappelez-vous, lors du dernier épisode, nous avions justement abordé la notion de vitesse de la lumière et donc de l'information au sein de l'univers. Cette sphère observable s'arrêtant donc au fond diffus cosmologique est généralement appelée univers observable. Mais bref, je m'égare. Prenons en compte cette notion d'univers. Dans un espace-temps assez grand, il devient imaginable de tracer plusieurs de ces sphères, donc plusieurs univers. Mais là où on rejoint ce que les fictions adorent mettre en scène, à savoir des versions alternatives de notre monde, c'est que dans un espace-temps infini, cela devient une certitude mathématique. Admettons un dé, je jette le dé, je fais 1. Bon, j'avais une chance de le faire, certes. Si je relance le dé une seconde fois, il n'est pas sûr du tout que je refasse un 1. Il n'y a pas de raison de penser que je fasse obligatoirement 2 fois le même résultat de suite. Mais admettons maintenant que je lance le dé une infinité de fois. Non seulement il devient certain qu'au bout d'un moment je ressortirai un 1, mais en plus, il devient tout aussi certain que je ressortirai le 1 plusieurs fois. Là où je veux en venir, c'est que dans un espace-temps infini, l'on peut placer une infinité de sphères de Hubble. Et donc, dans cette infinité de sphères, il y a donc une infinité de planètes, dont certaines doivent être similaires à la nôtre, et similaires même au point que des êtres similaires à vous regardent une vidéo similaire à celle-ci, présentée par un youtubeur similaire à moi. À mon sens, ce qui est beau dans cette théorie, c'est que ce n'est pas l'infini de l'espace-temps qui empêche la cohabitation de plusieurs univers. C'est très précisément l'infini de cet espace-temps qui permet l'existence du multivers. Ce modèle de multivers prédit également autre chose. Une fois de plus, si on en revient au dernier épisode, nous avions intuité le fait que notre univers observable grandit du fait que de la lumière de plus en plus lointaine nous atteint à chaque seconde qui passe. Soit des informations d'une distance de l'âge de l'univers, en années-lumière. Donc ces sphères de Hubble ont tendance à grandir au fil du temps. Ce que ça veut dire, c'est deux choses bien distinctes. Premièrement, même si on établit que deux univers sont identiques à un instant t, rien ne dit que leur environnement proche l'est aussi. Donc en grandissant, il se peut que deux univers jusqu'alors parfaitement identiques et déterministes se retrouvent soudain dans des scénarios légèrement différents. Ça, c'est d'une part. D'autre part, puisque les frontières d'un univers se définissent de par jusqu'où un observateur peut interagir, outre le fait que le concept de frontière d'univers devient essentiellement relatif et fondamentalement subjectif, il arrive aussi que ce qui était alors deux univers bien distincts se touchent et n'en soit plus. Qui sait, peut-être qu'un jour l'on observera au fond de l'espace une civilisation similaire à la nôtre, mais des milliards d'années en retard. Ça donc, c'était pour la première hypothèse de multivers, parmi les 3 grands modèles fiables de multivers. Tiens, il est déjà cette heure-là. Bon, eh bien écoutez, je vous propose de nous retrouver dans 2 semaines pour la seconde partie de cette vidéo, et d'ici là, abonnez-vous, lâchez un com, un petit like, ce genre de choses, et à très bientôt dans Parlons Science.